Hello les moussaillons, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente, on sort enfin les petits pulls d'hiver, ça y est, on rentre dans la période de l'automne-hiver, ma période préférée. D'ailleurs si c'est votre époque préférée, n'hésitez pas à mettre des petites feuilles ou un petit flocon de neige en commentaire pour me dire si vous préférez automne, hiver ou même une autre saison. On va faire un petit point lecture. Je pensais avoir beaucoup plus de lecture que ça à vous parler, mais en fait, pas tant. Donc, il se peut que je coupe cette vidéo en deux parties pour pouvoir faire en sorte que cette vidéo dure un petit peu plus longtemps. On commence tout de suite avec de l'or dans nos cœurs de Julie Müller-Volb aux éditions BOD. Franchement, énorme coup de cœur. Je ne m'attendais pas à tant aimer cette lecture parce que c'est une romance. Et souvent, moi, je suis plus team fantasy. Malgré tout, une bonne romance de temps en temps, ça fait du bien. Et celle-ci est divinement bien écrite. En fait, on est sur la trope Friends to Lover. On va suivre Camille qui, en fait, va fuir des violences conjugales. Et après 10 ans de coupure de contact, avec son meilleur ami, va en fait le rappeler et l'appeler en fait à l'aide pour qu'il l'aide à sortir de cette situation difficile. Il va répondre tout de suite présent, il se pose même pas de questions et il l'emmène à l'abri. Il va s'occuper d'elle et en fait ces 10 ans de séparation va en fait ouvrir une nouvelle brèche dans leur relation. Et bon, je vous en dis pas plus sinon ça spoil, mais on se doute de ce qui va se passer. Par contre, on ne s'attend pas à la profondeur avec laquelle ce texte est écrit, parce que souvent les romances comme ça ont un petit côté très dynamique, très drôle, très comédie en fait. Et là on y est, mais il y a de la profondeur en même temps, déjà parce que ça traite d'un sujet super difficile. D'ailleurs, trigger warning, hein. Ne lisez pas ce livre si vous avez des sensibilités par rapport à la violence conjugale par exemple. Franchement, faites attention, préservez-vous si vous avez une âme sensible de ce côté-là. À propos d'âme, ce livre va toucher la vôtre en plein cœur. Parce que ça ne parle pas que d'une romance. En fait, ce que j'ai aimé dedans, c'est que ça va parler d'une quête initiatique, de chemin initiatique, de chemin de vie en fait, des deux personnages principaux, Ezra et Camille, et voir leur évolution, comment elle va s'en sortir. Toute la résilience dont elle va faire preuve, parce qu'en fait c'est une âme brisée, mais elle est très très forte parce qu'elle va réussir à sortir la tête de l'eau, aller vers l'avant, elle décide en fait d'aller vers l'avant. Et ça c'est quelque chose vraiment de très très beau à lire. Et moi j'ai eu les frissons, j'ai été sous pression sous certaines scènes, et en même temps j'ai rigolé. J'ai eu les frissons, j'ai été attendrie, je suis passée vraiment par toutes les émotions. Énorme coup de cœur de mon année 2025, je sais qu'il rentre dans au moins le top 3. Ah, il y a un petit chat qui rejoint notre vidéo. Bon, sur ce, je sors un livre de ma pile à lire que j'avais commencé en fait il y a 2 ans. Le prieuré de l'Oranger, la partie 2, parce que je trouvais que c'était plus digeste à l'époque de se le lire en petit format. Enfin, ça me faisait moins peur en tout cas. Oui, il veut des câlins. Et en fait, je l'ai commencé, j'ai beaucoup aimé, sauf que c'est une fantaisie adulte d'un niveau, je dirais à la Game of Thrones. En fait, il y a tellement de personnages, de situations politiques à retenir. Et ben, ce livre, il était un petit peu compliqué pour moi en fait. Le livre, je ne pense pas être le public premier. Ça peut m'intéresser, mais là, c'était un univers vraiment trop lourd pour moi. Et en fait, je ne m'y suis. Pour Merlin, par contre, il l'aime bien apparemment. Je ne m'y suis jamais remise. Donc, abandon. C'est extrêmement rare que j'abandonne un livre. C'est le premier, par exemple, en 2 ans. Là, c'est le seul même, je dirais, pas le premier. Voilà, j'abandonne. Peut-être que je le reprendrai parce que je me rappelle par contre très très bien de l'histoire. Seulement, me replonger dans un univers aussi dense, j'en ai pas trop envie en fait en ce moment. Et ça fait des mois que j'en ai pas envie. Donc, ciao. J'enchaîne maintenant avec Kezia de Maddy Plume, un auto-édité d'une beauté. Je vous en parle très souvent. Je vais vous remontrer. Donc déjà avec la superbe carte.
et les débuts de chapitres qui sont grandioses. Hop, voilà, je trouve que ça donne tout de suite envie de se plonger dans l'histoire. On est sur un tome 2, je ne vais pas vous spoiler. Je vais juste vous dire qu'on suit l'héroïne à travers sa quête. C'est un petit mélange Tolkien d'un groupe qui va en fait aller au bout de sa mission, voyager pour arriver au bout de son but. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Seulement c'est fait de façon plus légère, avec de l'humour. Il y a quand même des scènes de bataille où des fois moi j'étais en mode j'ai un peu sursauté, mais vraiment on est dans la vibe aussi conte revisité, et ça donne un côté très magique à tout ça. J'adore l'héroïne Kezia qui elle aussi est une héroïne très résiliente, à la fois fragile et forte, et moi c'est comme ça que je les préfère. On est sur un slow burn qui va prendre son temps et en même temps qui est très très touchant. Et le point que j'ai adoré dans ce livre, c'est le côté où la nature est vraiment mise en avant. C'est vraiment quelque chose de touchant. À notre époque où en fait on parle beaucoup de réchauffement climatique, on n'aborde pas le sujet de façon aussi sérieuse, mais forcément on y est sensible. Et moi je trouve ça très très intéressant que cette autrice ait choisi de défendre en fait cette idée. Donc il y a des moments où la nature va un peu prendre vie dans cette histoire, et si vous aimez les plantes, la nature, et ben franchement ce livre est fait pour vous. J'ai terminé aujourd'hui Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout. Voilà, alors j'adore la saga, on va commencer comme ça parce que c'est un peu compliqué sinon. J'adore la saga, j'ai fini le tome 1 d'ailleurs dont je ne vous ai pas parlé, mais j'ai adoré, un gros coup de cœur en fait. J'aime beaucoup l'héroïne qui est, elle, censée être une héroïne plutôt faible, soumise plutôt. Et en fait, qui a vraiment un caractère bien trempé au fond d'elle. Et en fait, le fait qu'elle s'enfuit de sa condition, ça fait partie du tome 1, je vous spoile rien. Qu'elle s'enfuit de sa condition va lui permettre en fait de laisser émerger qui elle est vraiment. Donc ce côté-là dans ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sachez que si vous vous lancez dans le sang et la cendre, ça reste quand même un livre où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de smut. Donc smut, comme on m'a demandé d'expliquer les termes, ça va être le terme français qui correspond le mieux, c'est cochonnerie. Donc en fait, oui, c'est des scènes explicites. Donc clairement, moi, ce livre, je le conseille à plus de 18 ans. Vraiment, voire même je pense que 18 ans c'est trop jeune pour lire certaines scènes à l'intérieur de ce livre, mais ça c'est mon avis. Il y a des scènes de bataille aussi, enfin c'est vraiment une romantasy adulte pour moi. Je dis romantasy, mais on pourrait aussi le classer dans la high fantasy parce que c'est un univers au complot politique très très bien tissé, et ça j'adore quand on mêle romance au complot politique. Donc là je l'ai emprunté à la bibliothèque. Cette saga, je pense que la lire de cette façon, j'aime bien aussi de temps en temps utiliser ce moyen-là de lecture parce que tout simplement ça permet de faire des petites économies. Et même si peut-être qu'un jour, si c'est une saga coup de cœur, je craquerai et que je me procurerai toute la saga. Pour le moment, je fais comme ça et ça me convient très bien. Ce tome-là, cependant, sans spoil, j'adore la fin. Vraiment, c'est monté crescendo d'un seul coup. Par contre, je trouve que l'autrice a fait un peu durer en longueur les trois premiers quarts du livre. Pas que ce n'était pas intéressant, c'était juste beaucoup plus lent par rapport au tome 1 en fait, qui était palpitant du début à la fin. Là, j'ai trouvé qu'elle nous faisait vraiment, vraiment, vraiment trépigner d'impatience à avoir le moment entre les deux protagonistes qu'on attendait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Je pense que ça, c'est une appréciation personnelle. C'est-à-dire que je pars du principe que si on s'ennuie un peu pendant une lecture, ça ne veut pas dire que le roman est nul, ça veut simplement dire que peut-être le rythme ne nous convient pas ou qu'on s'ennuie un petit peu. Je pense que pour ma part, je m'attendais à mieux comparé au tome 1 pour les 3 premiers quarts. Donc je me suis un peu ennuyée, il faut l'avouer, malgré le fait que j'ai adoré et que je continue d'aimer et que j'ai très hâte de lire la suite. Avec en plus ce cliffhanger final,
voilà, j'ai le tome 3 sous la main et je vais enchaîner direct avec, je pense. Ce livre, franchement, je vous le conseille si vous cherchez voilà, le parfait mélange entre complot politique, romantasy et un peu de spicy, donc spicy épicé, donc quelque chose où on a peut-être un peu plus de tension romantique entre les deux personnages. Pour ma part, je le comparerais un peu au Pont des Tempêtes avec beaucoup plus de scènes justement spicy et smut. Moi, il m'en faut pas plus parce qu'il y en a quand même beaucoup dans ce tome-là, justement. Le tome 1 était parfaitement dosé. Moi, j'attends de voir la suite pour me prononcer sur s'il y en a trop à mon sens ou pas. Mais j'aime quand même, en fait. Je vais me laisser porter et je sais très bien que sur des aussi longues sagas, il y a toujours un tome qu'on aime un petit peu moins que les autres. Donc si ça se trouve, pour moi, ça sera le tome 2. Voilà. Je passe la main à la Manon du futur et je vous dis à très vite du coup. Bon, me revoilà. Pour vous, c'était il n'y a pas longtemps. Pour moi, c'est 15 jours après. Donc oui, là, il n'y a pas eu de petite vidéo YouTube depuis 15 jours. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de choses à faire à côté de mes lectures. J'ai pas pu avancer comme je voulais dans mes lectures, d'où le fait aussi que là, je vais vous présenter un livre, un avis, alors que je pensais en avoir lu au moins 2 ou 3. Le fait de ne pas lire, en fait, ça me provoque souvent une petite panne de lecture. Qui fait que j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. C'est comme si j'avais un rythme et que si je l'arrêtais, et ben c'était plus pareil, je n'avais plus le même engouement pour y retourner. Et là en fait c'est bon, je m'y suis remis, je me suis fait une session lecture de 3h30 hier et j'ai terminé. Donc Le Roi des Érèbes de Juliette Cross aux éditions Roncière. C'est un SP qui m'a été envoyé, donc je les remercie chaleureusement. C'est la première dark romance que j'aime, parce que j'en ai déjà lu une ou deux. C'est pas mon style de romance de prédilection. Par contre, c'est vrai que pour donner son avis sur la dark romance, je trouve qu'il faut en avoir lu quand même une ou deux, quelques-unes. Je trouve ça intéressant, car dans celle-ci, en fait, donc on est sur les tropes mariage forcé, enemies to lovers. En fait, c'est grosso modo l'histoire d'un roi qui va prendre le pouvoir, qui va faire un coup d'état et qui va tuer son père pour prendre le pouvoir. Son père était vraiment un roi horrible, on pourrait l'appeler presque le roi du sang pour résumer. Et il appartient à une race de fae, les ombrés, qui sont vraiment... Non, pardon, c'est une autre race, ça encore. Et les fae érébés, qui sont très sombres, qui en fait vont prendre le pouvoir sur tous les autres peuples fae, et dans un premier temps vont mener la guerre contre les fae lumérés. Les fae lumérés, le peuple d'où vient la demoiselle qui s'appelle Una. C'est la princesse royale, et en fait, pour éviter une guerre sanglante, son fils, qui est un peu moins sanguinaire que son père, va proposer de la prendre pour épouse, et elle va devoir lui donner un héritier. Il y avait plein de trigger warnings, donc je m'attendais à bien pire, pardon. Il y a toute une page quand même qui prévient, donc ça c'est super, franchement je trouve que ça devrait être dans tous les livres. Qu'il y avait du sang, quelque chose qui s'apparentait au viol. Franchement, je trouve que c'était bien plus préventif qu'il n'y en avait vraiment dans le livre. Et pour le coup, j'ai trouvé la romance plutôt, entre guillemets, saine. C'est vraiment Morally Grey en fait. Je suis un peu décousue dans mes propos parce que c'est vrai que j'ai à la fois aimé cette lecture et à la fois je la valide pas complètement. Forcément parce que c'est pas tout rose. Et c'est une saga. Donc en fait c'est le premier tome qui promet et je trouve que pour une dark romantasy où souvent la romance prédomine parce que c'est le genre qui veut ça, et on a quand même une intrigue politique derrière super intéressante qui va émerger et on a une prophétie qui va se réaliser et on attend de voir en fait avec impatience comment tout ça va prendre forme. Moi j'aime beaucoup le fait qu'ils s'appartiennent l'un à l'autre. Pour finir, je dirais que c'était une très bonne première dark romance pour moi. Pourquoi ? Parce que je m'attendais à quelque chose d'encore plus sombre et que finalement ça s'apparente plus à quelque chose que je peux aimer. Où en fait il peut la dominer au début et on s'en va vers une relation plus grise
que noir au final, et j'aime bien en général les personnages comme ça dans les histoires. Donc j'en dis pas plus, mais une romance palpitante, très spicy. Faut le dire, si vous n'aimez pas, passez votre chemin, et si vous aimez, foncez, parce que forcément c'est très bien décrit. Et j'ai trouvé que la plume dans ces moments d'érotisme était très belle. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Likez, commentez pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.